Mercredi 4 mars 2026, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Viva Info en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce soir, l'absence constatée de l'un des hauts conseillers de la refondation après le 17 février a suscité des interrogations chez les observateurs. En effet, le gouvernement n'a fourni aucune information officielle expliquant pourquoi le général Lucien Rabé-Arman, haut conseiller de la refondation, n'a plus assisté aux cérémonies officielles depuis cette date, alors même que des rumeurs indiquent qu'il serait à Dubaï. Éditorial de Jean-Claude Adjemalal. Cela fait déjà plusieurs jours que circulent des informations concernant le général Lucien Rabé-Arman, haut conseiller de la refondation, en raison de son absence lors des cérémonies officielles organisées par le gouvernement. Les observateurs ont chacun leur interprétation, ce qui a davantage alimenté les débats autour de la disparition de cette haute personnalité de la scène officielle. Pour rappel, il n'est pas présent lors de la présentation de la feuille de route, également qualifiée de rapport des réalisations et des projets à venir du gouvernement de la refondation, tenu à Yavlou. Il a également été absent lors de la cérémonie de réception des aides provenant du gouvernement russe à Ivat, ainsi que lors du reboisement organisé par la présidence de la refondation. La dernière apparition publique du général Lucien Rabé-Arman, au conseil de la refondation, remonte au 17 février, lors de la cérémonie d'accueil des joueurs de volley-ball de la gendarmerie nationale. Des partisans du gouvernement ont tenté d'expliquer qu'il serait en mission spéciale à Dubaï, mais ces justifications n'ont pas convaincu les observateurs, faute d'explications suffisantes. Certains soutiens du gouvernement actuel ont même demandé au président de la refondation de faire une déclaration claire sur les raisons de l'absence prolongée du général Lucien Rabé-Arman. À ce jour, toutefois, aucune communication officielle n'a été faite par le gouvernement, qui demeure totalement silencieux. Aucun responsable n'a confirmé ni infirmé ces informations. Seule une explication officielle pourrait désormais permettre au public et aux observateurs d'être clairs sur la situation. Et la police nationale a organisé des assises nationales depuis le début de la semaine afin d'apporter des réformes dans son organisation et de ses méthodes de travail. Les détails avec Felnara Koutarsoul et Radwan Mananzatouf. Les assises nationales de la police nationale 2026 ont débuté le 2 mars 2026 au CCI Ivat. Il s'agit d'une grande rencontre visant à redéfinir le visage de la police nationale afin qu'elle s'adapte à l'ère moderne et demeure digne de la confiance des citoyens. Ces assises réunissent l'ensemble de la police nationale avec la participation de représentants issus de différents secteurs liés au maintien de l'ordre et de la sécurité dans le but d'aboutir à des propositions concrètes et consensuelles. L'un des défis majeurs actuels est de faire de Madagascar un pays où il fait bon vivre en toute sécurité, permettant à la population et aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités sans contrainte, contribuant ainsi au développement économique. La deuxième journée des assises s'est poursuivie à l'École nationale supérieure de la police nationale, ENSP Ivat, avec des discussions et débats entre les participants. Des travaux en commission ont également été menés au cours de cette journée. Après la tenue des assises à Antananarivo, les rencontres se poursuivront dans les différentes régions de l'île. Une synthèse générale des propositions sera ensuite réalisée selon les explications. Dans un tout autre sujet à présent, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, le ministère de Femmes au sein de l'église Woman Church Woman Wave organisera un événement à l'Arena Ivange le samedi 7 mars prochain. L'événement est dédié aux femmes entrepreneurs et l'entrée sera gratuite. Les détails sur les images d'Anzara Gianso. Une attention particulière est accordée aux femmes engagées dans l'entrepreneuriat à l'occasion de la commémoration et de la célébration de la Journée pour les droits des femmes. Woman Wave, un ministère des femmes au sein de l'église Home Church, accorde une attention particulière à la valorisation des femmes entrepreneurs et chrétiennes. Le ministère des Femmes, Woman Wave, déjà pour commencer, il appartient à l'église Home Church Madagascar. C'est une branche de l'église, c'est la communauté des femmes de tout âge dans l'église. Et ce ministère, en fait, organise chaque année une conférence annuelle en l'honneur de la Journée de la femme qui aura lieu du coup ici à l'Arena Ivange ce samedi. Et la vision de ce ministère, clairement, en fait, c'est la vision du thème de l'année qui est
Le discipulat féminin selon Dieu, je vais un peu développer autour de ça parce qu'en fait, je pense que pas tout le monde peut comprendre ce que c'est que le discipulat féminin, qu'est-ce que c'est, mais en fait, c'est comment est-ce que Dieu nous demande d'être, qu'est-ce qu'il nous demande de faire en tant que femme, et non pas ce que la société ou les choses autour nous demandent de faire. Pour cette conférence, pour cette journée, nous voulons vraiment pouvoir aider les femmes à se lever dans leur identité, dans leur destinée, qu'elles comprennent leur mission. Je crois sincèrement que chaque femme a une mission sur cette terre et c'est ce qu'on veut apporter. Et on a décidé pour cette année d'ouvrir les portes aux femmes entrepreneuses. Donc on aura des stands d'entrepreneurs qui seront présents le jour de la conférence et le but en fait c'est vraiment de comprendre comment est-ce que Dieu il veut qu'on soit aussi dans le business. On croit que Dieu n'est pas dans une boîte enfermée, juste une femme chrétienne. On peut penser qu'on prie, on est réservé ou autre, mais on est libre en Christ et c'est vraiment ce qu'on veut prôner pour cette conférence. Il n'y a aucune distinction de religion, tout le monde peut participer. L'événement débutera à 9h du matin. Toutes les femmes entrepreneurs, quel que soit leur domaine d'activité, sont invitées à y participer. Du coup, la conférence, lorsqu'on l'a organisée avec les équipes, on a vraiment voulu mettre en avant l'identité de Dieu. Dieu est créatif, Dieu parle, Dieu guérit, Dieu interagit avec nous et c'est ce qu'on veut faire du coup tout au long de la journée de 9h à 17h. D'où les stands, on veut que des connexions se créent entre les femmes, qu'on transmette en fait ce qu'on a reçu finalement dans notre vie personnelle et qu'on puisse s'édifier voilà, les unes les autres. Donc de 9h à midi, on aura des intervenantes, on aura les stands qui seront ouverts, des temps de partage et on aura notre pasteur principal, du coup, Count Newman, qui sera là également, qui partagera un message de délivrance voilà, le matin. On aura aussi Eva qui viendra partager autour de la guérison. Ensuite, on a la pause déjeuner de midi à 14h avec les entrepreneuses. Le but, c'est qu'on puisse rester toutes ici ensemble, voilà, passer du temps ensemble. Et on reprend à 14h. Et à 14h, on aura un temps de panel, d'échange avec des femmes qui sont entrepreneuses, qui sont dans le salariat, qui sont à temps plein aussi dans le ministère et qui échangeront vraiment sur leurs histoires, leurs expériences, leurs épreuves qu'elles ont pu vivre avec le Seigneur. Et il y a des surprises aussi que je ne vais pas révéler non plus, mais on s'attend vraiment à ce que le Seigneur agisse pour ces femmes et qu'elles se trouvent, qu'elles soient trouvées. Donc je vous invite vraiment à venir nombreuses, à inviter vos collègues de travail, vos amis, les membres de votre famille et à être remplis d'attente, c'est nous qui organisons, mais nous croyons vraiment que c'est le Seigneur qui va tout orchestrer, donc venez. Et on tient vraiment aussi à remercier nos sponsors officiels, Lenora, Orca, Lila, Four Seasons, Lae Conseil, Magreen Cosmeco, École Destinée, qui nous soutiennent le jour de cette conférence. Donc on vous attend. Cet événement entièrement gratuit permettra aux femmes de valoriser leur activité entrepreneuriale. Il se tiendra à l'Arena Evange le 7 mars prochain. Page santé, 53,81% des cas suspects ont été confirmés positifs au virus Mpox au 2 mars 2026, selon les informations communiquées hier par le ministère de la Santé publique. Une personne est décédée, tandis que 324 personnes ont guéri. Dans ce reportage, voici les chiffres essentiels à connaître concernant l'évolution de l'épidémie de Mpox avec Felanara Kotorsul. Au 2 mars 2026, 15 nouveaux cas suspects et un cas confirmé ont été enregistrés, d'après le rapport publié hier par le ministère de la Santé publique. Aucun décès n'a été signalé ce jour-là. 15 tests ont été réalisés, dont 12 dans la région Analamang et 3 dans la région Bouin. Ainsi, du 18 décembre 2026 au 2 mars 2026, le nombre total de cas de Mpox s'élève à 1069. Parmi eux, 458 cas confirmés, 279 cas suspects, 324 personnes guéries et un décès. Au total, 851 tests ont été effectués. Il est toujours nécessaire d'éviter tout contact étroit avec les personnes atteintes de Mpox. Selon les explications, le Mpox peut se transmettre de l'animal à l'homme, mais aussi d'une personne à une autre.
La prévention et le respect strict des mesures barrières demeurent les seuls moyens efficaces pour limiter la propagation de l'épidémie de Mpox, selon le ministère responsable. Dans la page sportive de ce soir, la première édition du Challenge RN7 de basketball s'est tenue pendant 3 jours à Antirabé. La compétition a été organisée par la Ligue régionale du Vakna-Karach. 20 équipes issues de 4 ligues régionales ont participé au tournoi, comprenant des catégories allant des moins de 16 ans jusqu'aux vétérans, hommes et femmes. L'objectif de cette compétition était de dynamiser le basketball. Reportage de Jamsor Indian Arman, un correspondant de Viva à Antirabé. La compétition s'est déroulée au gymnase couvert de la piste Vadfoot à Antirabé durant 3 jours le week-end dernier. 20 équipes provenant de 4 ligues régionales y ont pris part avec des catégories allant des moins de 16 ans aux vétérans, hommes et femmes. Le tournoi visait à redonner un nouvel élan au basketball dans la région de Vakna-Karach et à favoriser le partage d'expériences entre les différentes ligues. Voici les résultats. En catégorie U16 féminine, l'équipe FF Pro Vakna-Karach a remporté la victoire. En U16 masculine et U18 masculine, la victoire est revenue au Dream Team Analamang. En Open féminine, le BC Somava, Ligue régionale de Sava, s'est imposé. En Open masculine, la victoire est revenue au Kosfa Analamang. Dans la catégorie vétéran, les équipes de Vakna-Karach ont dominé, EB chez les hommes et MBB chez les femmes. La Ligue régionale prépare également le championnat régional pour désigner le futur champion du Vakna-Karach. Dans les actualités internationales de ce soir, aux abords de la frontière libanaise, les combats se poursuivent entre Israël et le Hezbollah avec un déploiement israélien soutenu par l'aviation et des tirs de roquettes toujours en cours, causant des blessés parmi les civils. Malgré les alertes et les dégâts, la population continue de se mettre à l'abri dans ses pièces sécurisées, tandis que l'armée israélienne annonce maintenir ses troupes jusqu'à destruction totale du Hezbollah. France 24. Ces villages israéliens sont les derniers avant le Liban. Quelques milliers de personnes vivent ici, mais quand nous arrivons sur place, tout semble désert. Des combats sont en cours à quelques centaines de mètres. Cela se passe de l'autre côté de la frontière, au Liban, où des tanks israéliens comme celui-ci sont installés et bombardent des positions du Hezbollah qui répliquent à coups de roquettes. Ces Israéliens observent depuis leur jardin, heureux de l'intervention de Tsahal. Joyce ne veut pas être filmé. Les tirs reprennent. Ce sont les nôtres qu'on entend, ils nettoient la zone. Ils sont donc vraiment en train de prendre le contrôle de tout ça? Oui, j'espère. C'est la seule solution. On ne peut pas discuter avec ces gens du Hezbollah. Ce sont des terroristes. On ne peut pas parler avec eux. Le déploiement de ces blindés israéliens s'accompagne d'un appui aérien permanent. En plus du bruit des tirs et des coups de canon, on entend ici en permanence le bruit des drones israéliens qui surveillent les villages libanais pour détecter tout éventuel départ de roquettes du Hezbollah et répliquer immédiatement. Car les roquettes du Hezbollah continuent à tomber sur Israël. Cette maison a été touchée. Les habitants étaient en train de célébrer la fête juive de Purim. 4 ont été blessés. Cet expert envoyé par le gouvernement est venu évaluer les dégâts. Et à ce moment-là... Où est l'abri le plus proche? Nouvelle alerte à la roquette. Il faut courir se mettre à l'abri dans cette pièce spécialement aménagée. Les gens ici sont très très forts. Ils ont vécu les 75 ans d'existence d'Israël sous les missiles. Alors oui, la guerre est encore là. En Israël, toute la vie est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Nous n'avons pas une vie calme ici. L'armée israélienne annonce qu'elle maintiendra ses positions le long de la frontière libanaise jusqu'à la destruction totale du Hezbollah. Et justement, face aux tirs de missiles iraniens et de roquettes du Hezbollah visant le nord d'Israël, plusieurs hôpitaux ont transféré leurs patients dans des sous-sols aménagés en unités de soins afin d'assurer leur sécurité, malgré des conditions sanitaires devenues préoccupantes entre alertes quotidiennes, bunkers improvisés et projectiles ayant fait des victimes. Le quotidien des habitants est profondément bouleversé malgré l'intervention du système antimissile d'armes de feu.
faire. France 24. Guidés par les infirmières et les agents de sécurité, ces patients sont dirigés vers les sous-sols de l'hôpital. À Petah Tikva, près de Tel Aviv, la direction ne veut prendre aucun risque face à des alertes devenues quotidiennes. Nous sommes ici au niveau -4 sous le centre médical Rabin, dans ce qui était autrefois un parking et qui est maintenant une unité de soins intensifs pleinement fonctionnelle. Nous protégeons nos patients ici. L'initiative a également été mise en place pour rassurer les patients inquiets à la moindre sirène. Mais ce déménagement forcé pose des problèmes d'ordre sanitaire. C'est vraiment très encombré ici en bas. Et nous craignons un peu que les maladies infectieuses posent problème à cause du surpeuplement. Car les patients dorment dans des conditions très difficiles. Face aux roquettes du Hezbollah et aux missiles iraniens, c'est tout le quotidien des habitants qui se retrouve chamboulé. La vie s'organise désormais dans les bunkers et les parkings. Ici, une salle de prière a été improvisée. Là, une fête pour célébrer les vacances de Pourim. Oui, c'est la première fois que je passe Pourim dans un abri, mais malheureusement, je ne suis pas étranger à la vie dans un abri. Donc vous savez, la vie continue. Malgré l'intervention du dôme de fer, le système israélien de protection antimissiles, certains projectiles atteignent leur cible. À Jérusalem, 3 adolescents ont été récemment tués par une frappe iranienne. Passons toujours aux abords du Moyen-Orient. Un incendie spectaculaire a embrasé la zone pétrolière de Fujairah aux Émirats Arabes Unis après la chute du débris d'un drone, tandis que la plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite a été fermée par précaution à la suite de frappes similaires. Depuis le début du conflit, les pays du Golfe subissent des attaques répétées perturbant l'activité quotidienne et les déplacements des habitants et des touristes malgré un système de défense aérien émirati jugé performant. Les détails toujours avec France 24. Un épais panache de fumée noire, visible à des kilomètres. À la nuit tombée, le ciel de la ville de Fujairah aux Émirats Arabes Unis s'illumine après l'incendie de sa zone pétrolière. Le feu s'est déclenché après la chute de débris d'un drone. À 1000 km de là, la plus grande raffinerie pétrolière d'Arabie Saoudite a elle aussi été endommagée par des frappes. Le complexe a été fermé par précaution. Tous les pays du Golfe sont ciblés et leur activité est au ralenti comme à Dubaï d'ordinaire très fréquentée. Avec les alertes, les touristes se font plus rares dans les rues et centres commerciaux. Les gens sont présents et sortent lorsque la situation est calme. Ils sortent tous et sont partout. Lorsqu'ils sentent que la situation est préoccupante, ils se réfugient chez eux. Depuis le début du conflit, les Émirats Arabes Unis affirment avoir subi 1000 attaques de l'Iran, des attaques de drones en grande majorité. Mais le gouvernement émirati l'assure, il se réserve le droit de se défendre. Les Émirats Arabes Unis disposent d'un système de défense complet capable de contrer efficacement diverses menaces aériennes de courte, moyenne et longue portée grâce à des systèmes qui couvrent totalement l'espace aérien. Un système qui n'a pas empêché non plus l'attaque de drone du consulat américain de Dubaï. Une attaque qui n'a pas fait de blessés, a précisé le secrétaire d'État américain. Un peu plus tôt dans la journée, c'est l'ambassade américaine en Arabie Saoudite qui était visée par une attaque de drone, provoquant un début d'incendie et entraînant sa fermeture temporaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.